Ma femme a dit que ce ne serait qu'une affaire d'un soir avec l'homme de ses rêves puis elle est partie, ce que j'ai fait ensuite. 30 ans de loyauté ne valaient qu'une seule nuit avec un autre homme, selon le mot que ma femme a laissé sur notre table de dîner d'anniversaire méticuleusement dressée. Je me tenais là, en chemise repassée et cravate, le repas que j'avais préparé refroidissant, lisant des mots qui brisaient notre mariage aussi désinvoltes que quelqu'un annulant un déjeuner. Isabelle expliquait qu'elle passerait notre nuit d'anniversaire avec l'homme de ses rêves, confiante que je l'attendrais quand elle retournerait à son filet de sécurité fiable. Moi. 3 décennies de souvenirs, de sacrifices et de rêves partagés réduits à une arrière-pensée, une commodité à mettre de côté pour l'excitation. Elle s'attendait au pardon sans le demander, à la loyauté sans la gagner, à l'amour sans réciprocité. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas ce à quoi elle s'attendait, ni ce à quoi vous pourriez vous attendre. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, mais de récupération de la dignité. Si quelqu'un a déjà confondu votre constance avec de la faiblesse, si votre loyauté a déjà été tenue pour acquise, vous comprendrez ce que Jacques a fait ensuite. Le matin de notre 30e anniversaire s'est levé, lumineux et plein de promesses. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude après 40 ans dans la planification financière, même si la retraite m'avait accordé le luxe de faire la grasse matinée. La journée semblait significative. 3 décennies de mariage méritaient une reconnaissance appropriée. J'avais passé des semaines à planifier une soirée spéciale, des réservations au début, puis un changement pour un dîner intime à la maison quand Isabelle avait mentionné préférer quelque chose de discret. Dans notre cuisine, le soleil filtrait à travers les fenêtres que j'avais installées moi-même il y a 10 ans. J'ai préparé le café comme Isabelle l'aimait, fort avec juste une touche de crème. La routine familière était réconfortante, bien que dernièrement elle ait pris son café à emporter plus souvent que de partager la conversation du petit déjeuner. « Bonjour, Jacques », dit-elle, entrant vivement dans la cuisine en tenue de sport, ses cheveux blonds striés d'argent tirés en arrière. « Je vais au yoga, puis je rejoins Sophie pour un café. »« N'oublie pas, nous dînons ce soir, » lui dis-je, en lui tendant sa tasse préférée. « Je pensais faire ce saumon que tu aimes. » Isabelle leva les yeux de son téléphone où son attention était fixée depuis son entrée dans la pièce. « Oh, c'est vrai. Anniversaire. » Elle prit le café et esquissa un sourire rapide qui n'atteignit pas ses yeux. « On peut faire simple, n'est-ce pas? Pas besoin de quelque chose d'élaboré après toutes ces années. » Bien sûr, j'acquiesçai, bien que j'ai déjà commandé des fleurs et acheté un petit cadeau. « Ce que tu préfères. » En partant, je remarquai son téléphone qui vibrait à nouveau. L'écran s'illumina d'un message, et bien que je ne puisse pas le lire, je vis un nom qui m'était devenu de plus en plus familier. Marc. Isabelle l'avait mentionné plusieurs fois ces derniers mois. Un nouveau collègue à la galerie d'art où elle travaillait à temps partiel. L'homme de ses rêves, l'avait-elle appelé en plaisantant une fois, en décrivant sa connaissance sophistiquée de l'art européen. Je repoussai l'inquiétude qui s'installait dans mon estomac. Après 30 ans, un peu d'admiration pour un collègue semblait assez inoffensif. « Tu as l'air en forme aujourd'hui, Jacques », me lança mon voisin Michel par-dessus la clôture alors que je taillais les rosiers plus tard ce matin-là. À 68 ans, je mettais un point d'honneur à rester en forme et bien soigné. « De grands projets ? » « Dîner d'anniversaire ce soir, » répondis-je, essuyant mon front. Michel hocha la tête avec appréciation. 30 ans, c'est quelque chose de spécial de nos jours. Ça l'est, acquiesçai-je, bien qu'une ombre de doute traversât mon esprit. Les choses avaient été différentes ces derniers temps. De petits changements, la distraction d'Isabelle, ses références croissantes à Marc, ses heures plus longues à la galerie, de nouveaux vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. « Isabelle est toujours à cette galerie ?» demanda Michel, son ton décontracté démenti par la vigilance dans ses yeux. « 3 jours par semaine, elle aime ça. » Michel hésita. « C'est bon d'avoir des intérêts séparés, je suppose. Marie et moi avons toujours trouvé que l'équilibre était important. » Il marqua une nouvelle pause. « Mais l'appréciation aussi. Parfois, je regarde comment les gens se traitent après des décennies ensemble. » Il laissa la pensée inachevée. « Nous allons bien, dis-je automatiquement, bien que ces mots résonnent inconfortablement. » Après le départ de Michel, je continuais à me préparer pour la soirée, marinant le saumon et sélectionnant une bouteille de vin de notre modeste collection. En cherchant des verres à vin dans le buffet, je remarquai le sac d'Isabelle sur la table d'appoint, son portefeuille partiellement visible. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite,
mais quelque chose m'a poussé à regarder à l'intérieur. Parmi ces reçus, j'en trouvais un d'une boutique haut de gamme du centre-ville, un achat de lingerie de la veille. Ce n'était pas pour moi. En 30 ans de mariage, Isabelle ne m'avait jamais surpris avec de telles choses. Je remis soigneusement tout en place, mes mains plus fermes que mon cœur. À 18 heures, notre salle à manger était transformée. Des bougies attendaient d'être allumées, la table dressée avec notre meilleure porcelaine, le saumon gardé au chaud au four. J'avais même trouvé la musique préférée d'Isabelle, des standards de jazz qu'elle aimait quand nous nous étions rencontrés. La porte d'entrée s'ouvrit à 18h15. J'ajustai ma cravate, lissai mes cheveux argentés encore épais et me préparai à saluer ma femme. Isabelle entra vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue, élégante, noire, clairement neuve. Son maquillage était plus dramatique que d'habitude, son parfum plus fort. « Jacques », dit-elle, semblant surprise par l'effort que j'avais fait. « C'est joli. »« Joyeux anniversaire », dis-je, m'approchant pour l'embrasser sur la joue. Elle se tourna légèrement, de sorte que mes lèvres frôlèrent à peine sa peau. « Il faut qu'on parle avant le dîner », dit-elle en posant son sac. Son expression contenait quelque chose que je ne pouvais pas identifier. De la détermination mêlée à quelque chose comme de la pitié. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je, bien que je savais déjà que non. Isabelle prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision, Jacques. Ce soir, je ne resterai pas pour dîner. » La pièce sembla basculer légèrement. « Tu te sens malade ? » « Non, rien de tel. » Elle me regarda directement maintenant. « Tu connais Marc de la galerie. Nous sommes devenus proches, très proches. Il m'a invité à passer la soirée avec lui dans son appartement. » Les mots planèrent entre nous, leur signification indubitable. « Le soir de notre anniversaire, dis-je, ma voix calme mais ferme. Il se trouve que c'est ce soir. Il part pour Paris demain pour 3 semaines. » Elle tendit la main vers la mienne. Je reculai. « Jacques, toi et moi avons eu 30 bonnes années, mais j'ai besoin de quelque chose de différent. Juste pour ce soir. » Quelque chose de différent, répétai-je, les mots ayant un goût amer. « Ce n'est qu'une nuit, Jacques. » Son ton devint apaisant. « Je reviendrai demain et nous pourrons fêter ça alors. Ça ne nous change pas. Pas vraiment. Tu es mon mari, mon roc. Ton filet de sécurité, dis-je, la réalisation se cristallisant. » Elle sourit, soulagée. « Je semble comprendre. » « Exactement. Tu es toujours si stable, si fiable. C'est pourquoi je peux te dire ça, parce que je sais que tu seras là. Nous pouvons surmonter ça. » Je la regardais, vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. La femme autour de qui j'avais bâti ma vie me disait le soir de notre anniversaire qu'elle prévoyait de commettre un adultère, et elle s'attendait à ce que je l'accepte simplement. « Je devrais y aller, dit-elle, regardant sa montre. Je ne veux pas être en retard. » Avant que je puisse répondre, elle écrivait quelque chose sur un bloc-notes que nous gardions près du téléphone. « Voici l'adresse et le numéro de Marc, juste en cas d'urgence. J'aurai mon téléphone. » Elle m'embrassa sur la joue, attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Ne m'attends pas. On en parlera demain. » La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui, d'une manière ou d'une autre, sonna final. Je restai seul dans notre salle à manger, entouré de bougies vacillantes et de nourriture qui refroidissait, tenant un mot avec l'adresse d'un autre homme. Le saumon refroidit, les bougies brûlèrent plus bas. Je restai debout plusieurs minutes après le départ d'Isabelle. Son mot dans ma main, ses mots résonnant dans mon esprit. La pure présomption me stupéfia. Non seulement la trahison elle-même, mais l'attente désinvolte que je l'accepterais. Je bougeai machinalement, éteignant les bougies, couvrant la nourriture, me versant un verre du vin que nous aurions dû partager. En 30 ans, je n'avais jamais affronté quelque chose comme ça. Nous avions traversé les défis conjugaux normaux, les revers de carrière, une fausse couche au début de notre mariage, les dernières années difficiles de ma mère. À travers tout cela, j'avais cru en notre partenariat. Maintenant, assis dans notre salon faiblement éclairé, je me forçais à examiner les derniers mois avec des yeux plus clairs. Les mentions accrues de Marc par Isabelle, ses nouveaux vêtements, les soirées tardives aux événements de la galerie, sa distraction et sa distance émotionnelle. Les pièces s'assemblaient en une image évidente que j'avais refusé de voir.
Mon téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le nom de mon frère David apparut sur l'écran. Juste pour te souhaiter, à toi et Isabelle, un joyeux anniversaire, dit-il joyeusement. 30 ans. Elle a aimé le saumon? Elle n'est pas restée dîner, m'entendis-je dire, ma voix étonnamment ferme. Quoi? Pourquoi pas? Le ton de David passa immédiatement à l'inquiétude. Je me retrouvai à lui raconter tout. L'annonce d'Isabelle, sa désinvolture, son attente que je l'attendrais simplement à son retour. Jésus, Jacques, dit David quand j'eus fini. C'est je ne sais même pas quoi dire. Tu vas bien? Je digère, répondis-je, me surprenant par le calme de ma voix. Digérer? Je serais en train de jeter ses affaires sur la pelouse. Ce n'est pas moi, dis-je simplement. Non, ce n'est pas toi, acquiesça David après un instant. Tu as toujours été le plus raisonnable. Mais Jacques, cela va au-delà du raisonnable. Elle compte sur toi pour être un paillasson. Le mot me piqua car il contenait une vérité. Est-ce que ma stabilité, ma fiabilité, des qualités que je considérais comme des forces, étaient devenues des faiblesses aux yeux d'Isabelle? Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda David. Je ne sais pas encore, répondis-je sincèrement. Mais je vais trouver. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers notre ordinateur partagé. J'utilisais rarement les réseaux sociaux, mais Isabelle était active sur plusieurs plateformes. Avec un sentiment de terreur et de détermination, je me suis connecté à notre stockage cloud où les photos de son téléphone étaient automatiquement téléchargées. Un système que j'avais mis en place il y a des années, et qu'elle avait apparemment oublié. Ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Des photos d'Isabelle et d'un homme aux cheveux argentés que j'avais reconnus lors d'événements de la galerie. Rien d'explicitement romantique, mais leur langage corporel racontait l'histoire. L'inclinaison l'un vers l'autre, les contacts familiers, les sourires intimes. Ce n'était pas nouveau. Les plus anciennes dataient de 3 mois. Je suis allé à notre compte de messagerie. Isabelle avait sa propre adresse email personnelle, mais nous maintenions un compte commun pour les affaires domestiques. Dans le dossier Corbeil, j'ai trouvé des messages supprimés entre eux, soigneusement formulés, mais indéniables dans leur intention, des plans faits, une anticipation exprimée. Ce soir n'était pas spontané. Cela avait été orchestré pendant des semaines. La planification minutieuse rendait la trahison pire d'une certaine manière. Ce n'était pas un faux pas momentané ou une passion soudaine. C'était calculé, et j'avais été désigné comme le mari fiable qui comprendrait, pardonnerait et resterait à attendre. L'aube me trouva à la table de la cuisine, un bloc-notes juridique devant moi, mes pensées s'organisant enfin avec clarté. J'avais passé la nuit à naviguer entre le choc, la douleur, la colère et finalement la résolution. Je n'avais pas dormi, mais je me sentais étrangement alerte, comme si un brouillard s'était levé. Je n'avais fait aucune tentative pour contacter Isabelle ou pour vérifier si elle était rentrée. L'allée vide me disait ce que j'avais besoin de savoir. Mon téléphone sonna avec un message de Thomas Dubois, mon avocat et ami de 20 ans. Joyeux anniversaire, Jacques. Déjeuner la semaine prochaine, répondis-je immédiatement. Besoin de se rencontrer plus tôt. Aujourd'hui, possible. Sa réponse arriva rapidement. Bureau à 10 heures. Tout va bien? Expliquerai en personne. 10 heures, ça marche. Je pris une douche et m'habillai avec un soin inhabituel, choisissant une chemise bleue impeccable et un pantalon gris. Dans le miroir de la salle de bain, j'étudiais mon reflet, mes cheveux argentés toujours épais, mon visage ridé mais fort, mes yeux bleus clairs malgré la nuit blanche. J'avais toujours été fier de bien vieillir, de maintenir ma santé et mon apparence, même en approchant la soixantaine. Alors que je nouais ma cravate, une notification apparut sur mon téléphone. Une alerte de carte de crédit. Isabelle venait de facturer un petit déjeuner pour 2 dans un hôtel du centre-ville. La confirmation finale si j'en avais besoin. Je me sentais étrangement calme en rassemblant des documents importants. Notre certificat de mariage, des relevés financiers, des titres de propriété. 30 ans dans la planification financière m'avaient appris la valeur de la documentation et de la préparation. Avant de partir, j'écrivis dans le journal que je tenais sporadiquement depuis des années. 15 avril 2025, notre 30e anniversaire. Hier soir, Isabelle a choisi de le passer avec un autre homme, s'attendant à ce que je l'attende simplement à son retour.
Aujourd'hui, je choisis la dignité plutôt que le confort. Ce qui viendra ensuite sera à mes conditions, pas aux siennes. Sophie, la meilleure amie d'Isabelle, parut surprise quand je m'installai en face d'elle dans la banquette du café. Jacques, je ne m'attendais pas, Isabelle est avec toi. Non, dis-je agréablement, remarquant son inconfort. Je pensais que nous pourrions discuter. Sophie se déplaça, ses yeux fuyant dans le café. Je ne peux vraiment pas rester longtemps. J'ai un rendez-vous. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, l'assurai-je. Je voulais juste demander depuis combien de temps tu connaissais Marc. Son visage rougit, confirmant ce que j'avais soupçonné. Je ne sais pas quoi, Sophie, l'interrompis-je doucement. Isabelle a passé notre nuit d'anniversaire avec lui. Je ne suis pas ici pour le drame. J'aimerais juste comprendre depuis combien de temps cela dure. Elle fixa son café. Quelques mois. Elle finit par admettre que cela avait commencé comme de la simple drague, puis plus. Elle dit que c'était excitant, que ça la faisait se sentir à nouveau vivante. Et hier soir, savais-tu qu'elle avait planifié cela spécifiquement pour notre anniversaire? L'inconfort de Sophie augmenta visiblement. Elle a mentionné que cela pourrait arriver. Je lui ai dit que le timing semblait cruel, mais elle a dit que tu comprendrais, que tu comprenais toujours. Les mots tombèrent comme un coup physique. Pas cette fois, dis-je calmement. Jacques. Sophie tendit la main sur la table. Elle t'aime à sa manière. Elle a juste besoin d'un peu d'excitation, de quelque chose de différent. Elle dit toujours que tu es son roc. Son filet de sécurité, corrigeai-je. Sophie hocha la tête. Exactement. C'est ce qui fait fonctionner votre mariage. Elle peut avoir ses aventures parce que tu es si stable. Je me levai, laissant de l'argent pour mon café intact. Merci d'avoir été honnête, Sophie. Tu m'as aidé à clarifier les choses. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle, l'inquiétude se glissant dans sa voix. Je souris légèrement. Ce que toute personne qui se respecte ferait en découvrant qu'on l'utilise. En sortant, mon téléphone sonna avec un message d'Isabelle. Pourrais-tu aller chercher mon nettoyage à sec aujourd'hui? Je serai à la maison vers 18h. Je ne répondis pas. Le bureau d'avocat de Thomas Dubois occupait le 10e étage d'un immeuble du centre-ville avec vue sur le parc où Isabelle et moi nous promenions tous les dimanches. Son assistante me fit entrer immédiatement, son salut normalement joyeux étant atténué par ce qu'elle lisait sur mon expression. Thomas se leva à mon entrée, son inquiétude évidente sur son visage. À 65 ans, il restait imposant, grand, aux larges épaules, avec une réputation d'être à la fois juste et redoutable en négociation. Jacques, dit-il, me désignant une chaise. Que s'est-il passé? J'expliquai la situation de manière concise, présentant les faits sans fioritures émotionnelles. Thomas écouta sans interruption, son expression s'assombrissant. Laisse-moi m'assurer que je comprends, dit-il quand j'eus fini. Isabelle t'a informé le jour de votre anniversaire qu'elle passait la nuit avec un autre homme, et elle s'attendait à ce que tu acceptes simplement cela et l'attendes à son retour. C'est exact, Thomas secoua la tête. Et ce n'était pas un faux pas momentané. D'après les emails et les photos, elle planifiait cela depuis des mois. Au moins 3, confirmai-je. Il se pencha en arrière, m'étudiant. La plupart des hommes dans ta position seraient en rage en ce moment. Cela aiderait-il? Non, admit-il, mais ce serait compréhensible. J'ai dépassé le stade du choc, dis-je. Maintenant, je dois comprendre mes options. Thomas hocha la tête avec approbation. C'est pourquoi nous avons toujours bien travaillé ensemble. Tu penses stratégiquement. Il appuya sur son interphone. Janet, s'il te plaît, demande à Patricia Moreau si elle peut nous rejoindre. En quelques minutes, Patricia entra, ma conseillère financière depuis 15 ans. Sa présence ne me surprit pas. Thomas et Patricia collaboraient souvent sur les situations complexes de leurs clients. Jacques, dit-elle chaleureusement, puis remarqua mon expression. Que s'est-il passé? Thomas résuma la situation pendant que je donnais à Patricia les documents financiers que j'avais apportés. Je suis désolé que tu traverses cela, dit Patricia quand il eut fini. Mais financièrement, tu es dans une position plus forte qu'Isabelle ne le réalise peut-être. Elle ouvrit son ordinateur portable, affichant mes comptes. Ton fonds de retraite est assez sain.
Plus important encore, tu te souviens de ces placements séparés que nous avons mis en place il y a 12 ans? Ce qu'Isabelle n'était pas intéressée à gérer. Je hochai la tête. Isabelle m'avait toujours laissé les questions financières, les considérant ennuyeuses. Ils ont exceptionnellement bien performé, poursuivit Patricia. Ce portefeuille seul pourrait te soutenir confortablement pour le reste de ta vie. Et légalement, ajouta Thomas, ces placements sont uniquement à ton nom. Ce ne sont pas des biens matrimoniaux puisqu'ils ont été créés avec l'héritage de ta mère. Un poids que je n'avais pas réalisé porter se souleva légèrement. Donc, j'ai des options. Plus qu'Isabelle ne le pense probablement, confirma Thomas. La maison a vos deux noms sur l'acte de propriété, mais tu as fait 70% des paiements à partir de tes comptes séparés. Cela compte dans la division des biens. Je ne cherche pas à punir Isabelle, précisai-je. J'ai juste besoin de me protéger et de protéger ma dignité. Thomas et Patricia échangèrent des regards. C'est admirable, dit Thomas. Mais tu dois être préparé. Lorsque des gens comme Isabelle réalisent que leur filet de sécurité est parti, ils réagissent souvent de manière imprévisible. Que suggères-tu? Pendant l'heure suivante, nous élaborâmes un plan, mesuré, juste, mais conçu pour établir des limites claires. Alors que nous terminions, Thomas posa la question que j'avais envisagée toute la nuit. Penses-tu à une séparation ou à un divorce? Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais j'ai besoin d'espace pour décider cela à mes conditions, pas en vivant sous le même toit avec quelqu'un qui a fait preuve d'un tel mépris pour notre mariage. Je comprends, dit Thomas, et j'ai une suggestion qui pourrait t'aider avec ce besoin immédiat. En fin d'après-midi, les éléments clés de mon plan étaient en marche. Thomas m'avait mis en contact avec Sophie Bernard, une agente immobilière, qui me montra un appartement meublé disponible immédiatement dans un immeuble sécurisé du centre-ville. Le bail était au mois, parfait pour mon calendrier incertain. J'avais visité ma banque, ajustant les comptes pour protéger mes actifs séparés tout en m'assurant que les factures du ménage seraient toujours payées. Je ne cherchais pas à créer des difficultés pour Isabelle, juste à établir mon indépendance. Mon neveu Alexandre m'aida à charger des objets essentiels dans ma voiture, vêtements, documents personnels, souvenirs significatifs. À 25 ans, il avait la vigueur d'un jeune homme mais une perspicacité inhabituelle. Oncle Jacques, dit-il alors que nous transportions des cartons jusqu'à ma voiture. Tout va bien entre toi et tante Isabelle? Nous prenons un peu de distance l'un de l'autre, répondis-je, ne voulant pas le charger de détails. Alexandre hocha la tête pensivement. Parfois, l'espace aide les gens à comprendre les choses. C'est ce que j'espère, dis-je. Bien que je ne sache plus ce que j'espérais. Alors que nous finissions de charger la voiture, mon frère David arriva pour aider au déménagement vers l'appartement. Tu es sûr de ça? Demanda-t-il calmement. Je suis sûr que je dois faire quelque chose, répondis-je. Rester et faire semblant que rien ne s'est passé n'est pas une option. David me serra l'épaule. Je suis fier de toi, Jacques. Il faut du courage pour se défendre après toutes ces années. Je sentis une boule dans ma gorge à ces mots. Je sais juste que je mérite mieux que d'être le plan de secours de quelqu'un. Avant de partir, j'écrivis une lettre à Isabelle, non pas une longue exposition émotionnelle, mais une explication claire et digne de ma décision. Isabelle, après 30 ans de mariage, je ne m'attendais jamais à écrire cette lettre. Ta décision de passer notre nuit d'anniversaire avec un autre homme m'a forcé à réévaluer notre relation et mon respect de moi-même. J'ai déménagé temporairement pour nous donner à tous les deux de l'espace pour considérer ce que nous voulons vraiment. J'ai pris des dispositions pour que les factures du ménage soient payées automatiquement. Tu trouveras un relevé de nos comptes financiers sur mon bureau. Je te demande de respecter mon besoin de distance en ce moment. Je te contacterai lorsque je serai prêt à discuter de notre avenir. Jacques. Je posai la lettre sur la table de la salle à manger à côté du petit cadeau d'anniversaire que j'avais acheté des semaines auparavant, un bracelet en argent gravé de notre date de mariage. Je le laissai non emballé. En regardant notre maison une dernière fois, je ressentis un mélange complexe d'émotions, chagrin pour ce qui était perdu, colère face à la trahison, mais aussi un sentiment croissant de libération. Pour la première fois peut-être dans notre mariage, j'agissais uniquement pour mon propre bien-être plutôt que pour notre confort collectif. Alors que je verrouillais la porte derrière moi, mon téléphone vibra avec un autre message d'Isabelle. Où es-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à propos du nettoyage à sec?
J'éteignis mon téléphone et partis. Mon nouvel appartement occupait le 6e étage d'un immeuble moderne avec des dispositifs de sécurité qu'Isabelle apprécierait si elle le voyait un jour. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues sur le parc de la ville, les meubles étaient minimes mais confortables, et surtout, c'était le mien seul. David m'aida à déballer l'essentiel, son soutien indéfectible, bien qu'il ait clairement des questions sur mon approche mesurée. Tu gères cela avec une remarquable contenance, observa-t-il alors que nous rangions mes vêtements dans le placard de la chambre. Qu'est-ce que la colère accomplirait, demandai-je. Cela pourrait être satisfaisant, suggéra-t-il avec un demi-sourire. Momentanément, peut-être, mais je joue le long terme ici. David hocha la tête pensivement. Tu l'as toujours fait. Même enfant, tu attendais le bon moment pendant que je fonçais. Il fit une pause, accrochant l'un de mes costumes. Tu penses qu'elle est rentrée? Probablement, dis-je, vérifiant ma montre. Presque 19 heures. Elle a envoyé un message plus tôt, s'attendant à ce que je sois là. J'aimerais voir son visage quand elle lira ta lettre. Je souris légèrement. Ce n'est pas pourquoi je fais ça. Je sais, dit David. C'est pourquoi tu en sortiras avec ta dignité intacte, quoi qu'il arrive. Après le départ de David, je m'assis sur le balcon, regardant le crépuscule s'installer sur la ville. Pour la première fois en 30 ans, je n'avais pas besoin de considérer les préférences ou l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. La réalisation était à la fois libératrice et désorientante. Mon téléphone, que je rallumais, affichait plusieurs notifications. 6 appels manqués et 8 messages d'Isabelle. Leur ton évoluant de décontracté à confus à en colère. 18h15, je suis à la maison. Où es-tu? 18h30, as-tu eu mes messages concernant le nettoyage à sec? 18h45, Jacques, où es-tu? Appelle-moi. 19h, j'ai trouvé ta lettre. C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. 19h15, tu ne peux pas juste partir. Ce n'est pas toi. 19h30, j'ai fait une erreur et tu réagis de manière excessive comme ça. 19h45, toutes mes affaires sont toujours là. Que penses-tu faire exactement? 20h, appelle-moi tout de suite. Je posai le téléphone sans répondre. Ces messages confirmaient ce que j'avais soupçonné. Isabelle s'était attendue à ce que j'accepte sa trahison parce que c'est qui je suis. Elle avait pris ma constance pour de la faiblesse, ma loyauté pour une dévotion aveugle. Mais il y avait une autre personne qu'elle ne connaissait pas, le planificateur stratégique qui avait passé des décennies à aider ses clients à se préparer aux changements inattendus de la vie. Ce Jacques-là était maintenant aux commandes. Le lendemain matin, je rencontrai Patricia à son bureau pour finaliser les aspects financiers de mon plan. J'ai préparé une analyse complète de votre situation, dit-elle, présentant un dossier de documents. Les nouvelles sont encore meilleures que ce que je pensais initialement. Elle me guida à travers des projections détaillées. Vos placements séparés ont constamment surperformé le marché. Vous pourriez vivre confortablement pendant 30 ans de plus sans toucher au capital. Et Isabelle, demandai-je, je ne veux pas la laisser démunie. Patricia hocha la tête avec approbation. Cela témoigne de votre bon caractère, Jacques. Les comptes joints continueront de couvrir les dépenses du ménage. De plus, Isabelle a sa propre retraite d'enseignante, plus ses revenus de la galerie. Elle sera financièrement en sécurité, conclus-je, soulagé. Absolument. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'indépendance. Alors que nous terminions notre réunion, Patricia dit, « Je vous connais tous les deux depuis 15 ans, Jacques. Puis-je parler franchement ?» J'acquiesçai. Isabelle a toujours tenu votre stabilité pour acquise. Elle a poursuivi ses intérêts pendant que vous gériez les aspects pratiques de vos vies ensemble. Elle hésita. Je me suis demandé si elle appréciait vraiment ce que vous avez construit. Je commence à me poser la même question, admis-je. Plus tard dans l'après-midi, Thomas appela pour une mise à jour. Isabelle m'a contacté, dit-il sans préambule. C'était rapide, répondis-je, surpris qu'elle ait déjà escaladé jusqu'aux avocats. Elle voulait savoir si je savais où tu étais. Je lui ai expliqué qu'en tant que ton avocat, je n'étais pas autorisé à divulguer ta localisation sans permission. Comment a-t-elle réagi? D'abord en colère, puis en larmes. Elle a prétendu que tu faisais une sorte de crise nerveuse, que ce comportement est complètement inhabituel pour toi.
Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Elle a raison sur ce point. Je lui ai suggéré de te donner l'espace que tu avais demandé, poursuivit Thomas. Et je lui ai rappelé qu'après 30 ans de mariage, peut-être que ta réaction à ces activités d'anniversaire valait la peine d'être réfléchie. Merci, dis-je, reconnaissant sa gestion discrète. Elle a également mentionné qu'elle avait tenté d'accéder à votre compte de placement conjoint et a constaté que les autorisations avaient été modifiées. Comme nous l'avions discuté, je lui confirma qu'elle pouvait voir les comptes mais pas effectuer de retrait sans mon approbation. Elle n'était pas contente, dit Thomas d'un ton sec. Mais légalement, tu as été scrupuleusement juste. Les comptes du ménage sont restés intacts, et tu as simplement protégé tes actifs séparés. Après notre appel, je me suis occupé d'aménager mon nouvel espace. Il y avait quelque chose de satisfaisant à tout organiser selon mes seules préférences. De petites décisions où placer une lampe, de quel côté du lit dormir devenaient des actes d'autodétermination. Le soir, je me suis rendu dans un restaurant voisin pour dîner. L'hôtesse m'a placé à une petite table près de la fenêtre. « Justin ce soir ?» demanda-t-elle gentiment. « Justin ?» confirmai-je, surpris de la liberté que ces mots procuraient. En savourant mon repas, je réalisais que je vivais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un sentiment de réelle possibilité. Pendant des décennies, chaque décision avait été prise dans le cadre de notre mariage. Désormais, l'avenir était à écrire. Mon téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « J'espère que tu t'installes bien, oncle Jacques. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je répondis, le remerciant de son aide et suggérant un déjeuner prochainement. En rentrant à mon appartement, je remarquai qu'une sensation familière avait été absente toute la journée, l'anxiété subtile que j'avais ressentie pendant des mois alors que le comportement d'Isabelle changeait. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau, la confiance tranquille de quelqu'un qui avait enfin choisi le respect de soi plutôt qu'une illusion confortable. Mon nouvel immeuble apparut, ses lumières accueillantes dans l'obscurité du soir. Pour la première fois depuis l'annonce d'Isabelle, je ressentis quelque chose d'inattendu. Non seulement de la colère ou de la douleur, mais une véritable curiosité quant à ce que ce nouveau chapitre pourrait apporter. 3 jours passèrent dans mon nouvel appartement sans contact direct d'Isabelle. Par l'intermédiaire de Thomas, j'appris qu'elle était désemparée et confuse par mon départ, ce qui me parut ironique, compte tenu de son attente que j'accepte calmement son infidélité. Ma routine quotidienne prit un nouveau rythme. Café du matin sur le balcon, promenade dans le parc voisin, soirée passée à lire ou à regarder des documentaires que j'avais toujours appréciés, mais qu'Isabelle avait trouvés ennuyeux. De petits plaisirs, mais significatifs dans leur représentation d'une autonomie retrouvée. Le 4e jour, Sophie, l'agente immobilière qui m'avait aidé avec mon appartement, appela avec une opportunité inattendue. « Tu te souviens que j'avais mentionné que tu voudrais peut-être faire du bénévolat quelque part ?» demanda-t-elle. « Mon frère dirige un programme d'éducation financière au centre communautaire. Ils ont besoin de quelqu'un avec ton expérience pour aider les seniors à naviguer dans la planification de la retraite. » Le timing semblait parfait, une manière constructive d'utiliser mes compétences tout en établissant de nouvelles connexions. « Cela m'intéresserait, lui dis-je. Quand pourrais-je commencer ? Ils ont une séance d'orientation ce jeudi si cela te convient. J'y serai, dis-je, ressentant un sens de but qui me manquait. Après notre appel, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message d'Isabelle, la première communication directe depuis mon départ. Jacques, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as jamais agi comme ça en 30 ans. J'ai fait une erreur. Je l'admets. Mais ta réponse est complètement disproportionnée. Tu as bloqué mon accès à nos placements. Tu ignores mes appels et tu as disparu sans explication appropriée. Quel que soit le point que tu essaies de faire, tu l'as fait. Il est temps de rentrer à la maison pour que nous puissions en discuter comme des adultes. Ce traitement silencieux est enfantin et indigne de toi, Jacques. Son message révélait tant de choses, non seulement dans ce qu'elle disait, mais dans ce qui manquait. Aucune véritable reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée. Aucun remords sincère, juste de la frustration que je ne me comporte pas selon ses attentes. J'ai rédigé une brève réponse mesurée. Isabelle, je n'ai pas bloqué ton accès au compte du ménage. Ceci continue de fonctionner normalement. J'ai seulement sécurisé mes placements séparés, ce qui a toujours été mon droit légal. Je ne te donne pas le traitement silencieux.
J'ai déclaré dans ma lettre que j'avais besoin d'espace pour considérer notre situation et je t'ai demandé de respecter cela. Je te contacterai lorsque je serai prêt à discuter de notre avenir. Jacques. Après l'avoir envoyé, j'ai reçu une alerte de notre système de sécurité domestique. Isabelle avait changé les codes d'accès. Une tentative de représailles peut-être, ou simplement une affirmation de contrôle sur quelque chose. J'ai constaté que cela ne me dérangeait pas. Je n'avais pas l'intention de revenir immédiatement. Le programme d'éducation financière s'avéra être exactement ce dont j'avais besoin. Le centre communautaire bourdonnait d'activités. Des seniors apprenant des compétences technologiques, des cours d'art, des programmes de bien-être. La directrice, Elena Vasquez, m'accueillit chaleureusement. Votre expérience est parfaite pour ce programme, dit-elle lors de l'orientation. Beaucoup de nos participants sont vulnérables aux désinformations financières. Avoir quelqu'un avec votre expertise est inestimable. Le travail fut immédiatement gratifiant. Lors de ma première session, j'aidais une femme récemment veuve à comprendre les investissements compliqués de son défunt mari. Une connaissance qui soulagea visiblement son anxiété. J'ai eu tellement peur de faire des erreurs, confia-t-elle. Mes enfants ont de bonnes intentions, mais ils me pressent de prendre des décisions avant que je ne sois prête. Les décisions financières ne doivent jamais être précipitées, l'assurai-je. Prenez le temps nécessaire pour comprendre vos options. Pendant que je la conseillais, je reconnus le parallèle avec ma propre situation, l'importance de prendre des décisions en se basant sur la connaissance plutôt que sur l'émotion ou la pression extérieure. Après la session, Elena m'invita à me joindre à l'heure du café du centre. Construire une communauté est aussi important que de partager les connaissances, expliqua-t-elle. Je me retrouvais en conversation avec plusieurs participants, discutant de tout, des petits-enfants aux projets de voyage. Pour la première fois depuis des années, je rencontrais des gens qui ne savaient rien de moi en tant que moitié de Jacques et Isabelle. Ils me voyaient simplement comme Jacques, connaisseur, réfléchi, engagé. En partant, Elena mentionna, nous avons un programme de voyage de groupe qui pourrait vous intéresser. Rien d'extravagant. Des excursions d'un week-end dans des musées, des sites historiques, ce genre de choses. J'y réfléchirai, dis-je, réalisant que j'étais maintenant libre d'envisager de telles opportunités. En rentrant à mon appartement, je ressentis une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. La douleur de la trahison d'Isabelle n'avait pas disparu, mais elle n'était plus omnipotente. Je construisais quelque chose de nouveau, non pas en réaction à ses actions, mais pour moi-même. La semaine suivante, le bal de remise des diplômes de mon neveu Alexandre arriva, un événement que je ne pouvais manquer, même en sachant qu'Isabelle serait là. Mon frère David m'appela pour me prévenir. Elle a dit à des membres de la famille que tu faisais une sorte de crise nerveuse, dit-il, affirmant que ta réaction est complètement disproportionnée et préoccupante. Je m'y attendais, répondis-je calmement. Tu viens toujours, n'est-ce pas? Alexandre serait dévasté si tu manquais ça. Bien sûr que je viens, l'assurai-je. Je ne me cache pas, David. J'établis juste des limites. Le jour de la fête arriva avec un temps printanier parfait. Je me rendis à la maison de banlieue de David, me sentant remarquablement serein. Quoi qu'il soit arrivé avec Isabelle, je maintiendrai ma dignité. David me salua d'une tape de soutien sur l'épaule. Elle est déjà là, murmura-t-il. Avec Sophie? Je hochai la tête, redressant la veste légère que je portais sur une chemise bleue qu'Alexandre avait un jour complimentée. Ça va, David. Il ne s'agit pas de créer un drame. Le jardin était rempli de membres de la famille et d'amis d'Alexandre. Je repérai Isabelle immédiatement. Elle s'était fait coiffer différemment, portait une nouvelle robe et gesticulait avec animation devant ma belle-sœur, jouant un rôle de normalité, je soupçonnais. J'approchai Alexandre en premier, lui présentant une carte contenant un chèque généreux et des félicitations sincères. Oncle Jacques, dit-il, m'embrassant chaleureusement. Je suis si content que tu sois venu. Je ne l'aurais pas manqué, l'assurai-je. Tu as travaillé dur pour cette réussite. Pendant que nous parlions de ses perspectives d'emploi, je sentis Isabelle s'approcher. L'expression d'Alexandre changea subtilement. Il était clairement au courant de notre situation. Je devrais aller remercier d'autres personnes, dit-il avec tact. On se reparlera plus tard. Isabelle s'avança dans l'espace qu'il avait laissé, son expression un mélange attentif de préoccupation et de retenue.
Jacques, dit-elle comme si nous nous étions vus hier. Tu as bonne mine. Merci, répondis-je calmement. Félicitations pour la réussite d'Alexandre. Ton soutien à ses débuts a fait la différence. Les petites discussions sont une armure, une compétence que nous avions tous deux maîtrisée au fil des décennies ensemble. Il faut qu'on parle, dit-elle, baissant la voix. Ça a assez duré. Ce n'est pas le lieu, répondis-je doucement. Alors quand? Tu as ignoré mes appels. Tu as déménagé sans discussion appropriée. Tu as pris des décisions concernant ma vie sans me consulter, ajoutai-je avec douceur. Oui, je l'ai fait. C'est une nouvelle expérience pour moi. Son expression se durcit. Ce n'est pas toi, Jacques. Peut-être ne m'as-tu jamais vraiment connu, suggérai-je, m'excusant pour saluer d'autres membres de la famille. Tout l'après-midi, je sentais Isabelle me regarder, essayant de jauger ma détermination. Je restais agréable, engagé avec ma famille et visiblement à l'aise dans mon indépendance. Alors que la fête tirait à sa fin, je me préparais à partir, disant au revoir à Alexandre et David. Isabelle m'intercepta près de ma voiture. « Tu ne rentres vraiment pas à la maison ?» demanda-t-elle, son ton à la fois provocateur et incertain. « Pas aujourd'hui » répondis-je calmement. « Combien de temps cela va-t-il continuer, Jacques ? Nous devons résoudre cette situation. » Je la regardai pensivement. La femme avec qui j'avais passé 3 décennies me semblait soudain une étrangère, quelqu'un qui croyait que mes sentiments étaient moins importants que ses désirs. Je suis d'accord. Nous avons besoin d'une résolution, dis-je. Mais la résolution ne signifie pas nécessairement un retour au statu quo. Quand je serai prêt à discuter de notre avenir, je te le ferai savoir. Notre avenir ? Sa voix monta légèrement. Il n'y a pas de question sur notre avenir. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Ce n'est qu'un petit accroc. Un petit accroc, répétai-je la phrase révélant à quel point nous percevions différemment ce qui s'était passé. C'est une façon intéressante de décrire le fait de passer délibérément notre nuit d'anniversaire avec un autre homme. Sa contenance vacilla. C'était une erreur, Jacques. Après 30 ans, ne méritais-je pas un peu de pardon ? Le pardon exige du remords, dis-je calmement. Tu as exprimé de la frustration parce que je ne me comporte pas comme prévu, mais pas de véritable regret pour la douleur que tu as causée. J'ouvris ma portière, signalant la fin de notre conversation. Je dois y aller. Tu ne peux pas juste partir, dit-elle, sa voix tremblante. Ce n'est pas toi. Je souris légèrement. Peut-être découvrons-nous tous les deux qui je suis vraiment. En partant, je jetai un coup d'œil à Isabelle dans mon rétroviseur, seule dans l'allée, une inversion du tableau de notre nuit d'anniversaire. 2 semaines après la fête de remise des diplômes d'Alexandre, la vie dans mon appartement avait pris un rythme confortable. Mon travail bénévole au centre communautaire s'était étendu à 3 jours par semaine, et j'avais commencé à rejoindre leurs rencontres sociales du vendredi. De nouvelles connaissances devenaient des amis, en particulier Hélène, une professeure de littérature à la retraite, dotée d'un esprit vif et de perspectives réfléchies. « Tu sembles différent aujourd'hui », observa-t-elle alors que nous traversions le parc après une séance de bénévolat. Plus serein en quelque sorte. Je crois que oui, répondis-je, réalisant que c'était vrai. Le choc initial s'est dissipé, et je trouve mes marques. D'après mon expérience, dit Hélène, les grandes perturbations de la vie se révèlent finalement être soit des désastres, soit des portes. Tu sembles traverser une porte. Son observation resta avec moi tout au long de la journée, particulièrement alors que je me préparais à une rencontre inévitable, le dîner d'anniversaire de ma belle-sœur, où Isabelle serait certainement présente. Thomas m'avait tenu informé des réactions croissantes d'Isabelle à mon absence continue. Elle avait consulté son propre avocat, bien qu'elle n'ait intenté aucune action en justice. Elle avait tenté sans succès de retirer une somme importante de l'un de nos comptes joints, non pas pour des nécessités, mais pour un voyage impromptu à Paris. Plus révélateur encore, elle avait commencé à dire à ses amis que je traversais une crise de la quarantaine. Elle construit un récit où ton comportement est le problème, expliqua Thomas lors de notre appel hebdomadaire. C'est un mécanisme de défense courant lorsque quelqu'un ne peut pas faire face à ses propres actions. Je ne suis pas surpris, dis-je. C'est plus facile que de reconnaître qu'elle a traité notre mariage comme jetable. Comment te sens-tu à l'idée de la voir au dîner demain ? Préparé, répondis-je honnêtement. Pas impatient,
mais ne le redoutant plus non plus. Thomas gloussa. Tu sais, la plupart des clients dans ta situation sont soit en train de s'effondrer, soit de comploter une vengeance. Ta contenance est remarquable. Pas de contenance, corrigez-je. De la clarté. Le restaurant choisi par la sœur d'Isabelle pour sa célébration d'anniversaire était haut de gamme et faiblement éclairé, le genre d'endroit où les conversations restaient privées malgré la proximité des autres convives. J'arrivais pile à l'heure, ni assez tôt pour paraître impatient, ni assez tard pour faire une entrée remarquée. Isabelle était déjà assise avec sa sœur Émilie et son beau-frère Robert. Elle avait choisi une tenue que je reconnaissais, la robe bleue qu'elle portait quand elle voulait paraître particulièrement sympathique ou vulnérable. Un choix calculé, je soupçonnais. Jacques, me salua Émilie chaleureusement. Si content que tu aies pu venir. Je ne l'aurais pas manqué, répondis-je sincèrement. Émilie avait toujours été gentille avec moi. Je pris la seule place disponible directement en face d'Isabelle. Elle l'avait arrangé délibérément, j'en étais certain. Tu as bonne mine, dit-elle, son ton suggérant la surprise. Merci, répondis-je. Comment vas-tu? Des politesses simples, l'échafaudage d'une interaction civilisée entre des personnes ayant une histoire partagée et un avenir incertain. Pendant le plat d'entrée, la conversation resta générale. Les enfants d'Émilie, la récente retraite de Robert, des nouvelles de la communauté. J'y participais naturellement, ni retiré, ni trop animé. Isabelle me regardait avec une perplexité croissante, s'attendant clairement à de l'hostilité ou de la détresse. Alors que le plat principal arrivait, Émilie posa la question qu'Isabelle attendait probablement. Alors, comment allez-vous tous les deux? Des progrès dans votre situation? Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, je parlais calmement. Nous prenons un espace nécessaire pour évaluer ce qui vient ensuite. Espace, répéta Isabelle, posant sa fourchette. C'est une manière polie de décrire l'abandon. Personne n'a été abandonné, répondis-je calmement. Les comptes du ménage restent entièrement approvisionnés. Tu as accès à tout ce dont tu as besoin. Sauf mon mari, dit-elle, sa voix montant légèrement. Émilie et Robert échangèrent des regards mal à l'aise. Peut-être que ce n'est pas le meilleur cadre pour cette discussion, suggéra Robert. Non, je pense que c'est parfait, rétorqua Isabelle. Jacques a évité toute vraie conversation pendant des semaines. Peut-être qu'avoir des témoins encouragera l'honnêteté. Je la regardai fixement. J'ai été complètement honnête, Isabelle. J'avais besoin de distance pour réfléchir clairement à ce qui s'est passé et à ce que cela signifie pour notre avenir. Ce qui s'est passé, fit-elle écho, était une erreur que tu as complètement exagérée. Était-ce une erreur, demandai-je calmement. Ou était-ce un choix que tu t'attendais à ce que j'accepte parce que tu croyais que je n'avais pas d'autre option? Son expression confirma mon soupçon avant qu'elle ne puisse formuler une réponse. Tu as passé la nuit de notre 30e anniversaire avec un autre homme, continuai-je, ma voix calme, mais ferme. Pas sur une impulsion, mais après des mois de planification, que tu as discuté avec des amis qui le savaient avant moi. Puis tu t'es attendu à ce que j'attende simplement ton retour, parce que c'est qui je suis. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Ce n'était clairement pas la version qu'Isabelle avait partagée. Tu fais ça pour que ça paraisse calculé, protesta Isabelle. N'est-ce pas, demandai-je. Les reçus pour la nouvelle lingerie, les emails supprimés, les photos remontant à des mois, cela suggère un calcul, pas une impulsion. Isabelle rougit, jetant un coup d'œil à sa sœur. Ce n'était pas comme ça. Comment était-ce alors, demandai-je, vraiment curieux de savoir comment elle justifiait ses actions. J'avais juste besoin de quelque chose de différent, de quelque chose d'excitant. Elle se pencha en avant, mais ça ne signifiait rien, Jacques. Et c'était physique, pas émotionnel. Notre mariage est toujours ce qui compte pour moi. C'est le cœur du problème, dis-je. Tu as cru pouvoir compartimenter notre mariage, garder la sécurité et la stabilité que je t'offrais tout en cherchant l'excitation ailleurs. Tu n'as pas demandé ni discuté. Tu as annoncé ta décision et tu as attendu ma conformité. Émilie et Robert restèrent silencieux, témoins d'une révélation qu'ils n'avaient pas anticipée. Après 30 ans, dit Isabelle, sa voix s'adoucissant au ton persuasif que je reconnaissais de maintes discussions. Ne méritais-je pas un peu de compréhension? Un peu de pardon? Tout le monde mérite la compréhension, acquiesçai-je.
Mais le pardon exige reconnaissance et remords, pas justification. Et personne ne mérite de trahir la confiance de son partenaire sans conséquence. Donc c'est une punition, conclut-elle amèrement. Non, corrigeai-je. C'est le respect de soi. Pendant 30 ans, j'ai priorisé notre mariage au-dessus de mes besoins individuels. Je ne regrette pas ce choix, mais j'ai réalisé que cela a créé une dynamique où tu as cru que ma dignité était négociable. Isabelle me fixa, semblant voir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Jacques » demanda-t-elle finalement. « Rien » répondis-je sincèrement. « Je ne te demande rien. Je fais simplement des choix pour moi-même maintenant, comme tu l'as fait pour toi-même. » Le reste du dîner se déroula dans une conversation tendue sur des sujets plus sûrs. Alors que nous nous apprêtions à partir, Isabelle tenta une dernière fois. « Ne rentreras-tu au moins pas à la maison pour que nous puissions parler correctement » demanda-t-elle, son ton suggérant que c'était un compromis raisonnable. « J'ai une maison maintenant » répondis-je. « Quand je serai prêt à discuter de notre avenir, je te le ferai savoir. » Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Émilie me rattrapa. « Jacques, dit-elle, touchant mon bras. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Isabelle nous a dit que tu traversais une sorte de crise. Je ne suis pas surpris, dis-je. C'est plus facile que de reconnaître la vérité. Pour ce que ça vaut, dit-elle calmement. Je pense que tu gères ça avec une dignité remarquable. Ces mots restèrent avec moi alors que je rentrais à mon appartement, non pas comme une validation, mais comme une confirmation que d'autres pouvaient voir ce qu'Isabelle ne pouvait pas, que le respect de soi n'était ni égoïste ni déraisonnable, mais nécessaire. 3 mois après avoir quitté notre domicile, je rencontrai Isabelle de manière inattendue au marché fermier local. J'avais développé une routine du samedi matin consistant à sélectionner des produits frais pour la semaine, appréciant le simple plaisir de cuisiner pour moi-même. Elle avait l'air différente, plus mince, moins soignée que d'habitude. Elle me repéra avant que je ne la voie, debout près d'un étal de fruits rouges. « Jacques » dit-elle, sa voix trahissant une hésitation que j'avais rarement entendue d'elle. « Isabelle » répondis-je, poli, mais sans effusion. « Comment ça va » demanda-t-elle, m'étudiant avec une surprise évidente. « Tu as bonne mine. »« Merci » dis-je, choisissant un panier de myrtilles. « Le centre communautaire me garde actif. »« Centre communautaire ?» J'y fais du bénévolat, j'enseigne l'éducation financière aux seniors. Je ne m'étendis pas sur la satisfaction que je tirais de ce travail ni sur le nombre de nouvelles connexions que j'avais établies. « C'est bien » dit-elle, luttant clairement pour maintenir une conversation décontractée. « La maison semble très vide. » J'acquiesçai, reconnaissant sa déclaration sans accepter l'invitation implicite à discuter d'un retour. « As-tu déjeuné » demanda-t-elle soudain. « Peut-être pourrions-nous discuter un peu. » J'envisageais de refuser, mais je réalisais qu'un cadre public pourrait en fait faciliter la conversation que nous devions finalement avoir. « Je pourrais prendre un café » proposai-je. Un engagement moindre qu'un déjeuner. 20 minutes plus tard, nous étions assis à une table de café en plein air, un écho inconfortable d'innombrables samedis matins au cours de nos 30 années ensemble. « Tu as changé » dit Isabelle après que nos boissons furent arrivées. « Ai-je changé » demandai-je. « Ou est-ce que je montre simplement des aspects de moi-même qui ont toujours été là mais rarement exprimés ?» Elle y réfléchit. « Peut-être les deux. Tu sembles plus décisif. » J'ai dû prendre des décisions pour moi-même, reconnus-je. Cela a été clarifiant. « Jacques » dit-elle, posant sa tasse. « Cela fait plus de 3 mois. Combien de temps cette séparation va-t-elle durer ? » Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je suis toujours en train de digérer ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour notre avenir. Ce que cela signifie, répéta-t-elle. Ce n'était qu'une nuit, Jacques. Une erreur que tu transformes en la fin de 30 ans de mariage. Je secouai la tête. Ce n'était pas juste une nuit, Isabelle. C'était l'aboutissement d'un schéma où mes sentiments et ma dignité sont devenus secondaires à tes désirs. La nuit elle-même était un symptôme, pas la maladie. Elle rougit. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, demandai-je doucement. Quand as-tu considéré pour la dernière fois comment tes actions m'affecteraient avant de prendre une décision ? Quand as-tu traité pour la dernière fois notre mariage comme un partenariat plutôt que comme un filet de sécurité qui serait toujours là ?
quelle que soit la façon dont tu te comportais? Isabelle fixa son café, incapable de fournir des exemples. Le problème n'est pas seulement l'infidélité, continuai-je. C'est le déséquilibre fondamental qui t'a fait croire qu'un tel comportement était acceptable, que j'accepterais simplement ce que tu décidais parce que c'est qui je suis. Je n'ai jamais voulu te prendre pour acquis, dit-elle calmement. Je le crois, répondis-je. Mais tu l'as fait constamment et pendant des années, et je l'ai permis en priorisant l'harmonie sur l'honnêteté. Nous restâmes en silence un instant, le poids de 30 ans entre nous. Es-tu heureux, Jacques, demanda-t-elle finalement, la question semblant la surprendre elle-même. Je considérai cela attentivement. Je suis en paix avec moi-même. C'est plus précieux que ce que j'avais avant. Et nous, demanda-t-elle. Y a-t-il encore un nous? Je ne sais pas, admis-je. Cela dépend si nous voulons tous les deux la même chose à l'avenir. Que veux-tu? Le respect mutuel, dis-je simplement. Une relation où la dignité des deux personnes compte également, où les décisions importantes sont prises ensemble, et non annoncées unilatéralement. Elle hocha la tête lentement. Je crois que je comprends. En nous séparant, Isabelle demanda, m'appelleras-tu pour en parler davantage? Je le ferai, promis-je. Quand je serai prêt. En rentrant à mon appartement, je réalisai que notre conversation avait manqué de la charge émotionnelle que j'avais anticipée. À sa place se trouvait quelque chose de plus calme, une évaluation lucide de ce qui avait été et de ce qui pourrait être possible. La semaine suivante apporta une nouvelle opportunité grâce au centre communautaire, un programme de mentorat connectant des professionnels expérimentés avec des étudiants universitaires. Mon neveu Alexandre avait suggéré que j'aimerais travailler avec des jeunes navigants dans leurs décisions financières. Mon oncle a un don pour expliquer des concepts financiers complexes, dit-il à Elena, la directrice du programme. Et c'est un excellent auditeur. Quand Elena me proposa de participer, j'acceptai immédiatement. Travailler avec des jeunes adultes m'attirait, une chance de partager mes connaissances sans attente de retour. La première session de mentorat dépassa mes attentes. 5 étudiants se rassemblèrent dans la salle de réunion du centre, leurs questions réfléchies et leur appréciation sincère. Mes parents me disent toujours de me concentrer sur la sécurité de l'emploi, dit Manon, une étudiante en marketing. Mais je suis passionné par la création de contenu numérique. Comment concilier la praticité avec la poursuite de ce que j'aime? C'est la question centrale de la vie adulte, répondis-je. Mais ce n'est pas nécessairement une proposition tout ou rien. Pendant l'heure suivante, nous discutâmes d'approches pratiques pour construire une sécurité financière tout en poursuivant des projets passionnants. Je partageais des stratégies que j'avais développées au cours de décennies de planification financière sans prétendre à des réponses définitives. Alors que la session se terminait, Alexandre, qui avait participé à la fois en tant qu'étudiant et en tant que soutien familial, resta en arrière. C'était incroyable, oncle Jacques, dit-il alors que nous sortions ensemble. Tu as vraiment créé un lien avec tout le monde. Ça faisait du bien, admis-je, utilisant mon expérience pour aider les autres à naviguer dans leurs choix. Tu sais ce que j'ai remarqué, demanda Alexandre. Tu as l'air plus heureux maintenant que tu ne l'as été depuis des années. Son observation me surprit. Vraiment? Absolument. Tu es plus présent, comme si tu étais pleinement engagé dans ta vie au lieu de simplement suivre le mouvement. J'y réfléchis en marchant. Peut-être que oui. Faire des choix actifs plutôt que d'accepter des rôles passifs a été transformateur. Tu m'as appris quelque chose d'important, dit Alexandre. En voyant comment tu as géré tout ça avec tante Isabelle. Quoi donc? Que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ces mots restèrent avec moi longtemps après que nous nous soyons séparés. Mon tentative de retrouver ma dignité avait-elle également servi de modèle pour d'autres? La pensée apporta une satisfaction inattendue. Ce soir-là, je reçus un email d'une organisation bénévole internationale que j'avais recherchée. Ils offraient des postes d'enseignement de 3 mois en Asie du Sud-Est pour des professionnels ayant une expertise financière, une opportunité de partager des connaissances tout en découvrant une culture différente. 6 mois auparavant, une telle opportunité aurait semblé impossible, une perturbation de la vie soigneusement équilibrée qu'Isabelle et moi avions construite. Maintenant, cela représentait une possibilité. Assis sur mon balcon, regardant les lumières de la ville apparaître alors que le crépuscule s'installait, je commençais à rédiger une candidature.
Que Rebecca et moi trouvions ou non un moyen d'avancer ensemble, j'avais découvert quelque chose d'essentiel. Ma capacité à grandir ne s'était pas terminée avec la retraite ou avec le mariage. Ce qui avait commencé comme une fin était devenu une porte vers des possibilités inattendues. Le chemin à parcourir restait incertain, mais pour la première fois peut-être depuis des décennies, cette incertitude ressemblait à une aventure plutôt qu'à de l'anxiété. Dans mon journal ce soir-là, j'écrivis, « Aujourd'hui, je réalise que retrouver sa dignité ne consiste pas seulement à établir des limites contre le manque de respect. C'est aussi ouvrir des portes à de nouvelles possibilités. » À 68 ans, je ne termine pas mon histoire. Je commence un nouveau chapitre. La dignité ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elle existe dans notre respect inébranlable de nous-mêmes. Quand Isabelle a traité notre mariage comme une commodité, elle ne trahissait pas seulement nos vœux. Elle supposait que mon estime de moi était négociable. Le chemin de cette nuit d'anniversaire douloureuse à ma nouvelle vie n'était pas une punition, mais une réclamation. Reprendre le respect de soi qui n'aurait jamais dû être compromis. Nous faisons tous face à des moments où maintenir des limites semble plus difficile que de les abandonner. L'harmonie temporaire de l'acquiescement semble plus facile que l'inconfort de rester ferme. Mais ce que j'ai appris à travers ce voyage, c'est que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Sans elles, nous n'offrons pas aux autres nos véritables moi, mais seulement des reflets de ce qu'ils veulent voir. Les fins, j'ai découvert, sont souvent des débuts déguisés. La conclusion de mon rôle de filet de sécurité fiable pour Isabelle a créé un espace pour que j'émerge comme quelque chose de plus authentique, un homme pleinement engagé dans sa propre vie plutôt que de simplement soutenir celle de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que les relations exigent des sacrifices. Cela signifie que des liens sains doivent équilibrer le don avec le respect de soi. Si vous vous trouvez diminué dans une relation, que ce soit avec un partenaire, un membre de la famille ou un ami, sachez que retrouver votre dignité n'est pas une question de colère ou de vengeance. C'est la force tranquille de dire « ma valeur n'est pas négociable ». Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation, pas de l'orgueil, mais une vérité nécessaire. Comme Jacques, nous méritons tous des relations construites sur le respect mutuel plutôt que sur la commodité ou l'habitude. Que vous ayez 20 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour établir que votre dignité compte, non pas comme une exigence, mais comme un fait simple et inaltérable. Le voyage le plus profond ne mène pas à des destinations exotiques, mais à une authenticité de soi. Et ce voyage commence par une seule compréhension puissante. Vous êtes digne de respect, surtout de la part de ceux qui prétendent vous aimer. Nous connaissons tous quelqu'un qui mérite de retrouver sa dignité. Partagez cette histoire pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls.